Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 8 p.m. bilingual primetime news on Spectrum Television. Firstly, headlines. Today, the world celebrates the African Child Day. We shall be bringing to you reports on that issue. Also, in this news edition, the Minister of Forestry and Wildlife, Jules Dorendongo, has paid a working visit to the Limbe Wildlife Center in the Southwest region, where concerns over overcrowding, particularly among drills, are raising urgent conservation questions. This story is in full and more will be yours right now. Thanks for joining us tonight on the 8 p.m. bilingual primetime news on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, we'll jump into tonight's full stories in the French language with Oriane Donkeng. Bonsoir Oriane. Bonsoir à vous Christelle Assec, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. 16 juin 2026, le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore la journée de l'enfant africain. La 36e édition se célèbre sous le thème « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant africain ». Focus sur quelques droits des enfants mis en exergue à travers cette journée avec le docteur Marcel Simot. C'est dans ce reportage que signe Léla Renganz. C'est une journée qui interroge l'accès des enfants africains à leurs droits fondamentaux. Célébrer chaque 16 juin, la journée de l'enfant africain permet de sensibiliser le public et les décideurs aux droits des mineurs, l'un des premiers étant l'éducation. Le combat lié à l'éducation stipule que tous les enfants ont droit à une éducation de qualité. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous conviendrez avec moi que l'État du Cameroun, du moins le chef de l'État, a instruit la notion de l'éducation pour tous au Cameroun, surtout au niveau primaire, puisqu'on se dit si l'enfant de la maternelle à l'école, à la fin du cycle primaire qui est le CEP, qui d'ailleurs se déroule ce jour, obtient au moins ce diplôme-là, il a au moins la capacité de pouvoir savoir lire, compter, écrire et pouvoir, n'est-ce pas, s'exprimer dans la société. Donc avec ces éléments, ces acquis amassés pendant ce cycle primaire-là, il pourra naturellement, n'est-ce pas, se défendre dans la société. Voilà le droit à l'éducation, c'est-à-dire le combat qui est mené pendant cette journée de l'enfant africain. Au Cameroun, la 36e édition de la journée de l'enfant africain intervient dans un contexte de recrudescence d'abus sur mineurs. Enlèvements, meurtres, viols sont désormais le lot des enfants, des êtres qu'il faut pourtant protéger. L'enfant a droit à une protection maximale. Et la première protection de l'enfant, est donnée par le parent. Parce qu'en réalité, la famille est la première cellule de socialisation. Vous convenez avec moi qu'un enfant ne naît pas dans l'espace, il naît autour d'une famille. Donc il y a des gens autour de lui, des premières personnes qui vont l'entourer. Et ce sont ces personnes-là qui ont le premier devoir de les protéger, pour ne pas dire la première obligation de les protéger. Et cette année, à l'occasion de cette journée, l'Union africaine a retenu le thème « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant africain ». Une autre façon de prendre en compte les réalités socio-culturelles de nombreux enfants sur le continent et au Cameroun. Pour certains habitants de la ville de Yaoundé rencontrés ce jour, l'épanouissement de l'enfant doit être une priorité absolue pour la société. Inès Pangan et Thierry Honde. Dans une famille ou dans une société, le bien-être de l'enfant doit être une priorité. Vraiment, l'enfant avant tout. L'enfant avant tout. Le bien de l'enfant, c'est notre bien. Ouais. Quand un enfant est souffrant, on ne peut pas être concentré au travail. Donc ça vaut la peine de toujours se battre pour son enfant. Nous sommes dans un écosystème où tout le monde est occupé, donc les parents y compris. Mais il faudrait qu'ils prennent au moins 50% de leur temps pour avoir l'œil sur leur enfant, quelles que soient les occupations qu'ils ont. Il faudrait plus de surveillance, plus de discipline, plus de rigueur, même aussi de leur part. Il devrait être au centre de tout projet social. L'enfant africain devrait être la priorité au niveau éducationnel, au niveau de la formation, au niveau de la santé, au niveau même des perspectives du futur d'un peuple.
Cela passe par des actions spécifiques pour un meilleur épanouissement physique, psychologique, social et même émotionnel de l'enfant. Il faudrait qu'on ait une certaine consistance dans les contenus éducatifs, il faudrait qu'on ait une certaine consistance dans les contenus sociaux, culturels destinés aux enfants. Il faudrait un véritable projet pour le futur de notre continent et ceci passe par, bien sûr, une formation de l'enfant, une meilleure considération de l'enfant. Déjà la sécurité de l'enfant, pour la santé, l'éducation et tout ce qui va avec. Améliorer les communications avec les parents, la manière dont ils doivent traiter les enfants. Et concernant les enfants démunis et autres, on doit leur demander de faire les centres, les centres et les organismes qui doivent s'occuper de ces enfants. Je pense qu'il faut améliorer le cadre de vie de l'enfant africain et pour lui fournir une meilleure éducation, un meilleur encadrement. Parce qu'on a observé que lorsque les parents inscrivent leurs enfants à l'école, ils donnent toute la responsabilité aux enseignants alors que ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'à la maison aussi les parents prennent le relais. Il faudrait plus de surveillance, il faudrait plus d'encadrement. On peut avoir une santé gratuite pour les tout petits, donc les enfants, ça sera un très grand pas. Et ensuite, l'éducation. Protégeons nos enfants, même quand on leur faute, ce n'est pas pour les chasser, c'est pour les ramener. Après avoir fauté un enfant, apprenons à s'excuser parce que ce que nous voulons, c'est leur bien et apportons-leur l'affection pour qu'ils se sentent à la maison et protégés. Et aussi une amélioration des conditions salariales et de travail des parents et des tuteurs d'enfants. Et pour finir, si on peut améliorer un peu la situation salariale des Camerounais, ça sera un plus. Ouais, ça va aider l'enfant puisque ça fait partie de la famille. Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous les enfants d'Afrique. Ainsi se formule le thème de la 36e édition de la Journée de l'enfant africain. La Journée de l'enfant africain est célébrée depuis le 16 juin 1991 en souvenir du massacre d'une centaine d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud, par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. L'enfant au cœur des discours, mais est-il réellement protégé? En cette journée de l'enfant africain, des défis restent nombreux au Cameroun. Que faut-il faire pour mieux protéger les enfants? Écoutons la réaction de quelques Doualais. Alors pour moi, si l'État et les parents travaillent ensemble de façon unanime, là les enfants vont considérablement grandir dans un environnement assez favorable et propice pour eux. Et moi, tout ce que je peux dire aux parents, c'est de beaucoup donner d'amour à leurs enfants. Parce que généralement, certains parents, par exemple, les parents qui travaillent beaucoup, ils ne sont pas constamment là pour éduquer les enfants, pour donner des conseils, etc. Mais ils doivent être là pour conseiller, parler. C'est ça le plus important. Et l'État vraiment doit mettre des lois vraiment rigides pour ces personnes qui passent le temps à violer des enfants, qui passent le temps à maltraiter des enfants. Franchement, c'est blessant. Et chaque jour de tomber sur les réseaux sociaux, on a violé tel enfant, on a maltraité tel enfant. Honnêtement, c'est dérangeant. Je veux prendre la question sur le plan global. L'enfant, c'est d'abord l'enfant, que ce soit dans le monde ou en Afrique. Bon, l'enfant africain n'a pas une singularité particulière, mais il mérite les mêmes droits que les autres enfants. On a, pour exemple, un relâchement de la sécurité sociale. C'est en faisant l'autre, on voit c'est pourquoi on voit que les enfants sont facilement enlevés. Il y a aussi la quête de la facilité. Les enfants aujourd'hui aiment beaucoup la facilité. Pour peu qu'on lui dise qu'il y a un bol bonnet magique qui va produire de l'argent sans effort, il est prêt à partir. Donc c'est autant de choses qu'il faut faire. Il faut d'abord reconquérir la moralité. Ensuite, il faut refaire l'éducation de base. Parce que l'éducation aujourd'hui est banalisée à tous les niveaux, que ce soit sur le niveau moral, sur le niveau social. La moralité a foutu le camp. À l'époque, on voyait la morale à l'école, je ne sais pas si la morale existe encore. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. La protection des enfants au Cameroun, je trouve qu'elle est assez banalisée, non seulement par les autorités publiques, mais aussi par les parents. Je trouve que les parents prennent de moins en moins les responsabilités de leurs propres enfants et délèguent toute l'éducation
à l'entourage, que ce soit l'école, que ce soit les différents camarades. Et ils sont un peu trop accros aux réseaux sociaux pour s'occuper de ce que ressentent vraiment leurs enfants. L'éradication du travail des enfants passera d'abord par l'amélioration des conditions de vie des populations en général. Parce qu'il ne faut pas juste accuser les parents qui décident d'envoyer leurs enfants au marché, c'est aussi par rapport à leur situation personnelle. Au fur et à mesure que leur situation s'améliorera, au fur et à mesure les enfants auront de meilleures conditions de vie. Et tous ces fléaux pourront être réduits, j'ai envie de dire. Et concernant le mariage forcé, on peut croire que c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité, mais c'est faux. C'est quelque chose qui se vit seulement, ça n'a plus autant de bruit que par avant. Pour mieux protéger les enfants, l'État devrait accompagner les parents dans l'éducation des enfants, et également élaborer un programme de sélection pour les enseignants, parce que la plupart des viols maintenant, ce sont les enseignants, ce sont les gens qui sont proches de l'enfant. Il faudrait un concept pour la sélection des entités morales adéquates pour l'éducation et l'accompagnement de ces enfants-là. Et ça, c'est du ressort de l'État, c'est vrai. Issa Tirouma Bakari, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, porte plainte à Paul Biya à Paris, en France. Au-delà du président de la République, le président du FSNC cible les auteurs de la répression visant les Camerounais, revendiquant le respect de la vérité des urnes du 12 octobre 2025. Les détails avec Lila Rengonze. Il en fait l'annonce ce 12 juin 2026 sur sa page Facebook Tiroma 2025. Issa Tirouma Bakari a déposé 2 plaintes pénales sur le fondement de la compétence universelle auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris contre les auteurs de la répression visant des Camerounais, revendiquant le respect de la vérité des urnes du 12 octobre 2025. On apprend dans le communiqué informant les Camerounais que ces plaintes interviennent après une enquête minutieuse visant à rassembler, à recueillir des preuves et à établir la chaîne des responsabilités des donneurs d'ordre et des exécutants, je cite, de la répression sauvage et brutale orchestrée par le régime illégal et illégitime de Yaoundé. Paris, parce qu'au Cameroun, il persiste encore de nombreuses obstructions au dépôt d'une plainte. Paris, sur la base du principe de la compétence universelle du tribunal judiciaire de Paris. Paris, parce que étant un tribunal indépendant, impartial et neutre, qui garantisse des droits à une procédure régulière, des procès équitables, à l'abri de toute pression, tentative de manipulation de témoins, là où la justice camerounaise, inféodée au régime usurpateur et donc aux autres, aurait nécessairement failli, écrit Tirouma. Et le candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres instances internationales compétentes en matière de détention arbitraire, de restitution illégale des droits et libertés seront saisies. Dans le même poste, on peut voir 2 certificats de dépôt de plainte avec pour mise en cause M. Biya Bivondo Paul Barthélémy et autres. Un autre document présente la liste des personnalités politiques, civiles, policières et militaires mises en cause dans la première plainte pénale concernant les victimes de la crise post-électorale. Au total, 21 noms, dont ceux du président du Conseil constitutionnel, du directeur général des élections, du ministre de l'administration territoriale, du SGPR, du DGSN, du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense ou même encore du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie. Le dernier document répertorie quelques hommes en tenue ayant tiré sur des manifestants à travers le pays en octobre 2025 lors des événements de la crise post-électorale. Selon le document, ils sont 17. And now we take you over to Limbe, precisely in the southwest region of Cameroon, where the Minister of Forestry and Wildlife, Jules Dorendongo, paid a working visit to the Limbe Wildlife Center, where he concerns over overcrowding, particularly among drills, which is raising urgent conservation questions. And I invite you to listen to this report for more details. Following reports that one of the zoo's most populated sections has exceeded its capacity,
The Limbe Wildlife Center currently hosts about 250 animals and birds of various species. However, out of this number, approximately 60 are drills, an endangered primate species, now confined within an enclosure considered too small for their population. Zoo officials say the overcrowding has led to frequent fights and injuries among the animals, further complicating their rehabilitation. Upon arrival, Minister Ndongo was received by the Southwest Regional Delegate of Forestry and Wildlife, Christian Mangabel Epierre, alongside the conservator of the Limbe Wildlife Center. Honor and distinct privilege for us to receive the Minister of Forestry and Wildlife, His Excellency Jules Doreen Ndongo, at the Limbe Zoological Garden. And his coming, of course, shows that he is somebody who likes to put in place practical measures to address issues that his collaborators face in the field. And coming on the subject matter for which the minister came to the Limbe Zoological Garden, we have a situation where in the enclosure of drills, we have about 60 drills. We have 60 drills in a small enclosure. And because the drill population is overpopulated in that area, it now causes the animals to fight amongst each other. And if you look at the enclosure, because of that overpopulation, they have completely destroyed the vegetation in that area. So it's a very big challenge for them. Our interest is to enhance the management and living of the drills in that area in a way that it will be sustainable for them, for their health, and for whatever it takes for them to be alive. During the zoo and observing the conditions firsthand, the minister held a closed-door meeting lasting over an hour with stakeholders including zoo management, conservation partners, and technical staff. Among the key options on the table is the relocation of some of the drills and potentially other overcrowded species to more spacious and secure habitats. This may include protected areas such as the Mount Cameroon National Park or other suitable reserves across the country. The Limbe Wildlife Center, jointly managed by the government of Cameroon and the Pan-Drillers Organization, serves as a rescue, rehabilitation and conservation education facility. It provides refuge for animals seized from poachers and traffickers, with the long-term goal of reintroducing them into the wild rather than keeping them in captivity permanently. As pressure mounts on existing infrastructure, today's visit signals a renewed commitment by government and partners to ensure that rescued wildlife are not only protected but also given a genuine second chance to thrive in their natural habitat. And in line with this visit, Minister Jules Doreen Ndongo sheds more insight on his visit to the Limbe Wildlife Center in this excerpt. Came to Limbe to have a working session with my field collaborator and partners helping us in the sector of wildlife, notably the conservation of drills in Limbe Zoological Garden. My attention has been drawn to the situation of overpopulation of drills in an enclosure. There were 60 of them and fighting themselves, destroying vegetation, and it was not good for their welfare. So we had an important meeting with our partners, notably PCMNR, Pan-Drillers, Global Zoo, to collect information and to see which appropriate solution could be taken to address this situation. This is the purpose of my visit to Limbe, and I took advantage of my presence here to have a meeting with my direct collaborator, regional delegate, and they raised many issues: lack of material, lack of human resources, lack of vehicles, and I told them I didn't bring a magic stick, but we'll see how to solve those problems progressively.
And from the southwest region of Cameroon, we take you over to the United States of America, where the Cameroonian culture is in the spotlight as the diaspora gathers for a landmark cultural festival in Washington, D.C. Here is the report. The United States has just witnessed the vibrant display of Cameroonian identity and unity as the very first edition of the Cameroon Cultural Festival of North America, known as CCFNA, made a remarkable debut in Washington, D.C. The festival brought together hundreds of Cameroonians from across the diaspora and beyond under the unifying theme, Cameroonian Culture and Living Together, spearheaded by Christophe Tapper. This groundbreaking initiative sought not only to celebrate cultural heritage, but also to strengthen bonds with the global Cameroonian community. With the support of the Embassy of Cameroon in the United States, the three-day event featured a rich and diverse program, including high-level conferences and economic forum, cultural exhibitions, and captivating live performances. Together, these activities created a dynamic platform for dialogue, networking, and cultural expression. Significantly, the presence of Senator Chifika Komukete IV added both prestige and depth to the gathering. As a respected traditional authority and political figure, his participation underscored the importance of bridging tradition with modern diaspora engagement. Moreover, his message of unity, cultural preservation, and economic collaboration resonated strongly with attendees, reinforcing the festival's core vision of collective progress. Although this inaugural edition came with its share of logistical and organizational challenges, the overall success of the event speaks volumes. Not only did it showcase the richness and diversity of Cameroonian culture, but it also laid a solid foundation for future editions. As the curtain closed on this historic first chapter, one thing is clear. The Cameroon Cultural Festival of North America has set the stage for a lasting cultural movement, one that connects, inspires, and elevates Cameroonians across borders. One that connects, inspires, and elevates Cameroonians across borders. Mondial 2026, nous parlons sport football. La France et le Sénégal s'affrontent actuellement au stade de New York aux États-Unis dans le cadre de la première journée du groupe I. Le match est suivi par des milliers de personnes à travers le monde, notamment à Saint-Étienne en France, où la fan zone de la place Jean Jaurès a fait sa mue. France-Sénégal, c'est une affiche qui suscite beaucoup d'intérêt d'après Sylvain Voé-Évé, analyste de sport basé à Saint-Étienne. Makedali Dignocho. Place Saint-Jaurès à Saint-Étienne en France. À quelques heures du choc France-Sénégal comptant pour la première journée du groupe I, cette fan zone est parée aux couleurs de l'équipe de France. Drapeau national flottant dans l'air, écran géant installé, tout un fin prêt pour permettre aux supporters des Bleus de vivre cette rencontre dans des meilleures conditions. France-Sénégal, une affiche qui suscite de l'intérêt pour plusieurs raisons. La rencontre Sénégal-France, déjà, c'est l'un des matchs les plus attendus de ce mondial entre Kylian Mbappé et Sadio Mané. Donc je pense que je vais commencer par l'équipe sénégalaise qui est champion d'Afrique. Cette équipe est franchement, au niveau collectif, ça joue au foot. Ça joue pas la baballe, ça joue au foot. Au niveau individuel également, il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment du match. Cette équipe sénégalaise, elle n'est pas champion d'Afrique pour rien. Je pense que cette équipe des Lions de la Teranga peut faire très mal à cette équipe de France. Une équipe de France qui a l'avantage des pronostics face aux Lions de la Teranga, selon cet analyste de football. Et côté français, on a une équipe qui a joué 2 finales d'affilée de mondial. Celle de 2018 qu'ils ont remporté, celle de 2022 qu'ils ont perdu face à l'équipe d'Argentine. La France est toujours au rendez-vous lors des grandes compétitions.
Donc je pense que voilà, ils ont cette culture et cette habitude d'arriver presque au dernier carré des compétitions. Je pense que là, malgré tout, ça reste la France. On s'attend vraiment à un match très équilibré des deux côtés et je donne un peu, un pourcentage de victoire à la France. Mais le match, il est de 45 à 55. France-Sénégal, ce sont les retrouvailles entre deux nations, avec d'un côté la France qui a remporté par 2 fois la Coupe du Monde, contrairement au Sénégal qui reste sur un quart de finale. Écoutons à présent les pronostics de quelques Français rencontrés à la place Jean Jaurès à Saint-Denis, quelques minutes avant le match. Je les vois pas combien. Et les buteurs? Mbappé, Olysée. Mbappé, il en met un. Olysée, il va pas marquer, mais il va être passeur. Et peut-être Dembélé. Et je vois bien un milieu de terrain foutre sa tête sur un centre. Ou un petit Cherki. Un petit Cherki. Il va faire mal, Cherki. Il va faire mal. Je les vois pas prendre un but. Un but d'Mbappé, un but d'Olysée. Et une tête de Saliba. 2 ou 3-0. 3-1. 3-1 pour la France. But d'écart. Soit 2-0, soit 3-1. Facile. Pour la France, facile ce soir. Normalement, ça passe. Si je ne faut pas tromper, le football c'est le football, mais normalement ça devrait aller. 2-1 pour la France, un but de Olysée et un but de Mbappé. Hein. Et côté Sénégal, je dirais Mané. Hein. Je vois que lui. Hein. C'est vrai que Mané il est résistant. Si jamais il y a un but, c'est Mané. Attention à la tête de Koulibaly. Aussi, aussi Sénégal avec sa grosse tête. Il faut se méfier. Mais ouais, non. Moi 2-1. Moi j'aurais déjà un but pour le Sénégal aussi quand même. 2-1 ou 3-0 sur un penalty. Mais le Sénégal peut être dangereux. Et c'est bientôt la fin de la première mi-temps. Le score est encore vierge, 0 but partout entre la France et le Sénégal. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Arcet. Good night to you, Orion Duncan. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you again tomorrow for more news and fresh updates. Bye.